L'accalmie fut de courte durée. Tandis qu'il s'engageait sur un sentier rocailleux, le ciel s'assombrit de nuages. Quelques minutes plus tard, il se mit à pleuvoir à verse. Bordé sur la gauche par un versant abrupt, le sentier était si étroit qu'on ne pouvait avancer qu'en file indienne, et Laurel et David fermaient la marche. Chacun regardait avec précaution où il mettait les pieds. Même les deux adolescents chahuteurs qui s'étaient inscrits au dernier moment avaient cessé de plaisanter et avançaient prudemment. Quelques mètres plus haut, des moutons broutaient paisiblement lorsque l'un d'eux, sans doute affolé par le bruit des pas, se mit à foncer tout droit sur l'un des garçons. Surpris, celui-ci fit un pas de côté pour l'éviter. Laurel le vit alors trébucher sur une pierre et vaciller. L'espace d'une seconde, il parut recouvrer son équilibre, mais il finit par basculer et tomba dans le ravin avec un hurlement de terreur, tandis que le mouton dévalait le sentier qu'il venait d'emprunter. Tout s'était déroulé si vite que l'autre garçon n'avait même pas eu le temps de réagir. « Va chercher le vicaire !» lui cria David avant de se tourner vers Laurel. Il sortit son téléphone portable de sa poche et le lui donna. « Appelez une ambulance, ou plutôt non, contactez le service héliporté de l'hôpital Saint-Gabriel, car une voiture ne pourra jamais arriver jusqu'ici. Mais demandez d'abord au vicaire où nous nous trouvons précisément. » Il s'approchait du précipice. Dans sa chute, l'adolescent avait atterri sur une sorte de corniche située à environ 5 mètres en contrebas. Mais le pire était à craindre. Il ne donnait aucun signe de vie. « Je vais descendre voir ce que je peux faire, » dit-il, comme le vicaire et le reste du groupe revenaient vers eux. « Je viens avec vous, » dit aussitôt Laurel. « Non, occupez-vous plutôt de prévenir les secours, comme je vous l'ai demandé. » « Le vicaire peut s'en charger. En revanche, vous risquez d'avoir besoin des services d'une infirmière. » Rapidement, elle composa le numéro de l'hôpital Saint-Gabriel, puis elle confia le téléphone à John Beasley. « Une fois que vous aurez le standard, demandez à être mis en contact avec le service héliporté, » lui dit-elle avant de rejoindre David. Celui-ci poussa un soupir exaspéré. « Vous arrive-t-il parfois de faire ce qu'on vous demande ?»« Cela dépend des circonstances. Avez-vous votre trousse de secours ?»« Oui, elle est dans mon sac à dos. Alors qu'attendons-nous » Devant l'air déterminé de la jeune femme, il capitula. Il leur fallut plusieurs minutes pour rejoindre l'adolescent car la pente abrupte et les morceaux de rochers qui se détachaient et roulaient sous leurs pieds rendaient la descente périlleuse. Laurel glissa à plusieurs reprises, mais chaque fois, David, qui ne lui lâchait pas la main, la rattrapa. Même s'ils avaient voulu aller plus vite, les ronces et les branches d'arbres les en auraient empêchés. Pourtant, lorsque Laurel pensait à l'adolescent qui luttait peut-être contre la mort, chaque seconde lui semblait une éternité. Enfin, ils arrivèrent près de lui. Elle lui prit le pouls pendant que David sortait la trousse de secours de son sac à dos. « Il respire, » dit-elle avec un soupir de soulagement. « Mais son pouls est faible, il n'a pas repris conscience. » Ignorant la pluie qui ruisselait sur son visage, David se pencha vers l'adolescent pour l'examiner. « Vu l'angle que forment ses deux jambes, je dirais qu'elles sont fracturées. Mais c'est la plaie qu'il a eue au front qui m'inquiète le plus, » dit-il en déboutonnant le col du garçon pour faciliter sa respiration. « Il perd beaucoup de sang. » Il avait à peine fini sa phrase que le blessé fut soudain saisi de tremblement. « Il est en hypothermie, » reprit David avant d'ôter sa veste et le sweater qu'il portait dessous. Sans perdre un instant, il le posa sur le torse de son patient. Voyant que celui-ci continuait toutefois à trembler, Laurel retira à son tour son pull à col roulé et l'en couvrit avant d'enfiler de nouveau sa parka. Si David eut le temps d'apercevoir les cicatrices qui marquaient ses épaules, il ne fit toutefois aucun commentaire et se pencha pour prendre de nouveau le pouls de l'adolescent. Son regard n'avait toutefois pas échappé à Laurel, qui ne put s'empêcher de se demander ce qu'il avait pensé en voyant ces marques indélébiles. Le bruit de l'hélicoptère la ramena au présent. Levant les yeux vers l'appareil, elle le vit décrire de larges cercles au-dessus d'eux. David, qui surveillait les signes vitaux du blessé, eut un hochement de tête satisfait. « Sa température commence à remonter, » annonça-t-il avant d'être interrompu par la voix du pilote de l'hélicoptère. « Je ne vois aucun endroit où me poser, » dit celui-ci à travers un haut-parleur. « Il faudra hisser le blessé à bord de l'hélico. 2 brancardiers vont descendre jusqu'à vous avec un harnais. » Quelques secondes plus tard, un homme vêtu d'une combinaison orange se laissait glisser le long d'un filin avant d'être rejoint par un de ses collègues. David leur résuma brièvement l'état du blessé. Ils placèrent alors les 2 jambes du jeune homme dans des attelles, puis l'ayant harnaché solidement, ils fixèrent le harnais en fil. Une dizaine de minutes plus tard, l'adolescent et les 2 brancardiers se retrouvaient à bord de l'hélicoptère qui partit aussitôt en direction de l'hôpital Saint-Gabriel.
C'était maintenant au service des urgences de prendre le relais. Il ne nous reste plus qu'à remonter, dit David avec une moue éloquente en levant la tête vers la route. Mais les randonneurs avaient eu le temps d'aller chercher 2 cordes qu'ils leur lancèrent. Nouez-les solidement autour de votre taille, cria l'un d'eux en s'approchant du bord. Nous allons vous aider à remonter. D'accord. Laurel enroula la corde autour de sa taille et laissa David vérifier la solidité des nœuds. Parfait, déclara-t-il avant de l'envelopper d'un tendre sourire. Savez-vous que vous êtes une femme étonnante? Pourquoi? Vous vous évanouissez pour des broutilles, mais face au véritable danger, comme aujourd'hui, vous n'avez même pas un battement de paupières. C'est seulement parce que j'ai été bien entraîné lors de mes stages, mais je crois que si on devait décerner la médaille du sang-froid, ce serait à vous qu'elle reviendrait, ajouta-t-elle heureuse qu'il ne lui ait toujours pas posé de questions sur ses cicatrices. Je propose que nous poursuivions la randonnée, suggéra quelqu'un lorsque Laurel et David eurent rejoint le reste du groupe. Cela ne servirait à rien de rebrousser chemin puisque le jeune garçon a pu être transporté à l'hôpital. Qu'en pensez-vous, vicaire? Vous avez raison, mais ma femme et moi allons rentrer à Willowmer afin de prévenir de vive voix Lord et Lady Derringham, répondit Jean Beasley. Comme certains le regardaient avec étonnement, il ajouta. Le jeune blessé est leur fils, Alistair Derringham. Quand je pense que nous avions décidé de faire cette randonnée pour nous amuser, dit l'autre adolescent d'un ton morose, je vais rentrer avec vous, vicaire, car sans Alistair, ce n'est plus pareil. David se tourna vers Laurel. Je pense qu'il serait plus sage que nous regagnions Willowmer, nous aussi, car avec cette pluie qui n'a pas cessé de tomber, nous sommes trempés. Elle acquiesça de la tête. J'avoue que je ne serais pas mécontente de me changer et de boire quelque chose de chaud. Ils prirent donc congé de ceux qui avaient décidé de poursuivre la randonnée et rebroussèrent chemin. Hélène n'était pas encore rentrée lorsqu'ils arrivèrent à Glenside Lodge. « Je vais nous préparer un grog pendant que vous vous changez, dit David. Puis il faudra que nous parlions, Laurel, vous ne croyez pas? Elle acquiesça d'un hochement de tête avant de monter dans sa chambre. Une fois seul, il repensa aux cicatrices qu'il avait entrevues lorsqu'elle avait retiré son pull pour couvrir Alistair Derringham. Il savait reconnaître des traces de brûlure lorsqu'il en voyait. La question était de savoir comment Laurel s'était fait cela. Ou qui le lui avait fait, songea-t-il soudain avec un frisson. Lorsqu'elle revint, après avoir troqué ses vêtements, mouillés contre une confortable tenue de jogging, il lui tendit un grog et attendit patiemment qu'elle les bût. « J'ai vu les traces de brûlure sur vos épaules, dit-il. Alors, comment est-ce arrivé ?» Elle détourna les yeux. « Je préfère l'oublier. » Il allait insister lorsqu'il entendit la clé tourner dans la serrure. Réprimant un soupir, il songeait qu'il devait encore patienter avant de pouvoir découvrir ce qui était arrivé à Laurel, et qui, il en était à présent certain, était à l'origine de la distance qu'elle mettait parfois volontairement entre eux. Hélène entra en trombe dans le salon. Je faisais la queue à la poste pour acheter des timbres lorsque j'ai entendu dire qu'Alistair Derringham avait été grièvement blessé pendant la randonnée et que vous lui aviez apporté les premiers soins au risque de vous casser vous-même le cou. Est-ce vrai? David se leva. Je vais laisser Laurel vous raconter tout cela. La jeune femme la raccompagna jusqu'à la porte. Pourrez-vous me prévenir dès que vous aurez des nouvelles d'Alistair? Demanda-t-elle. Oui, je vais appeler l'hôpital en rentrant. Il la considéra un long moment. Elle était si pâle, en semblant si fragile, qu'il fut tenté de la prendre dans ses bras. Mais il craignait qu'elle ne réagisse de la même façon que le jour où, la voyant pleurer, il avait voulu lui apporter un peu de réconfort. On ne pouvait pourtant pas se résoudre à la quitter sans lui laisser voir à quel point elle comptait. Et elle compterait toujours pour lui. Lui prenant la main, il déposa un baiser au creux de sa paume, juste avant qu'elle ne referme les doigts comme si elle voulait se protéger. « Ne vous inquiétez pas, s'il s'échappe, dit-il d'une voix très douce. D'autres baisers attendent patiemment leur tour. » Puis il partit. Laurel baissa les yeux sur ses mains abîmées. David n'avait pas manifesté le moindre signe de répulsion lorsqu'il avait embrassé sa paume. Mais même s'il avait entrevu l'état de ses épaules, il était sans doute loin d'imaginer l'ampleur des séquelles qu'elle gardait. L'attirance qu'il éprouvait pour elle ne résisterait pas longtemps une fois qu'il aurait vu son dos. De retour chez lui, David appela le service des urgences et fut soulagé d'apprendre qu'Alistair avait repris conscience. Les radios qu'on lui avait fait passer confirmaient son diagnostic. Le jeune homme avait 2 fractures et il serait bientôt opéré. Il avait aussi subi un traumatisme crânien, mais son état était globalement satisfaisant et il ne présentait aucun signe d'hémorragie interne. Par précaution, on le gardait cependant sous monitoring.
Tout cela à cause d'un mouton que les parents du jeune Alistair auraient sans doute largement préféré voir en gigot dans leur assiette, songea David en raccrochant. Le mercredi suivant, James lui demanda ainsi qu'à Laurel de le rejoindre dans son bureau. « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, déclara-t-il, l'air si heureux que la jeune femme pensa aussitôt qu'il allait leur apprendre le retour anticipé de sa sœur. Celle-ci reprendrait alors son poste d'infirmière, ce qui mettrait un terme au remplacement qu'elle effectuait, même si c'était ce qui avait été convenu lorsqu'elle avait signé son contrat. Elle ne put s'empêcher d'éprouver soudain une vague tristesse. Lord et Lady Derringham m'ont appelé ce matin pour me demander s'ils pouvaient passer vous remercier, poursuivit James. Ils ont été très impressionnés par les risques que vous n'avez pas hésité à prendre pour venir en aide à leur fils. Ils voudraient vous témoigner leur reconnaissance en faisant un geste pour le cabinet médical. C'est très gentil de leur part, mais nous n'avons fait que notre travail, dit David. Comment va le jeune Alistair d'ailleurs demanda Laurel. Ce fut James qui répondit. Il va être opéré pour ses 2 fractures aux jambes et souffre d'un traumatisme crânien, mais il est sorti d'affaire. Ses parents sont conscients que cela aurait pu être pire si vous n'aviez pas été là tous les 2. Il se tut un instant avant de reprendre. Je me demande bien quel est ce geste que Lord Derringham compte faire pour le cabinet médical, dit-il d'un ton songeur. David lui décocha un regard malicieux. Vous pourriez lui souffler que vous avez envie de faire repeindre les locaux. Lord et Lady Derringham passèrent en fin d'après-midi avec leur dernier né, un petit garçon de 1 an. Alistair est notre aîné, expliqua Lady Derringham. Nous avons aussi des jumelles qui se joignent à nous pour vous remercier de ce que vous avez fait pour leur frère. Son époux serra la main de Laurel et de David avec chaleur. Comme je l'ai dit au docteur Bartlett par téléphone, j'aimerais vous exprimer toute notre gratitude en faisant un geste pour le cabinet médical. Il se tourna vers James. J'ai pensé que je pourrais apporter les fonds nécessaires à la création d'un poste de sage-femme. Qu'en dites-vous ? Le regard du médecin s'illumina. Ce serait magnifique. Cela fait des années que je rêve d'être en mesure de proposer des consultations prénatales aux futures mères qui sont pour le moment obligées de se rendre à l'hôpital Saint-Gabriel. Si nous avions une sage-femme, elle bénéficierait d'un véritable service de proximité. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à régler les formalités administratives, déclara Lord Derringham avec un hochement de tête satisfait. Il va de soi que je financerai également l'aménagement de la salle de consultation et de l'équipement nécessaire. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à recruter une sage-femme, dit James, visiblement excité par le projet. J'en connais une excellente, avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais à Saint-Gabriel, dit aussitôt David. Je sais qu'elle a très envie de quitter l'hôpital et de s'installer à la campagne. Je pourrais lui en parler si vous voulez. Elle s'appelle Lizzie Carmichael. Très bien. Contactez-la et dites-lui de prendre rendez-vous avec moi pour un entretien. James se tourna vers Lord Derringham. Merci encore pour votre générosité. L'aristocrate eut un sourire bienveillant. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, je suis sûr que les futures mères de notre petite communauté recevront les meilleurs soins. Les Derringham partis, James laissa exploser sa joie. Pour l'ouverture de notre futur service de consultation prénatale, hip hip hip, hurrah! Crièrent Laurel et David d'une seule voix. Intriguée par le bruit, Hélène sortit de son bureau. Que se passe-t-il demanda-t-elle. James lui résuma brièvement les faits. Et pour fêter l'événement, j'invite toute l'équipe à la maison ce soir, acheva-t-il. Prévenez tout le monde, Hélène, voulez-vous? Nous parterons un toast tout particulier à Laurel et à David, dont le dévouement et le courage sont à l'origine de l'offre généreuse de Lord Derringham.